c'est les vacances les gars, ça fait plaisir de vous retrouver même pendant les vacances. Ah bah mais moi je te quitte jamais. Toujours. On a concocté un petit programme pour les vacances qui va être sympa. Aux petits oignons. Cette année, on propose de ressortir les épisodes peut-être qui nous ont fait les plus plaisir ou qu'on a vraiment envie de vous faire réécouter Et ça sent sous un un peu de format. poussière, hein, donc Ouais, attention. pour certains, oui, effectivement, on va expliquer justement où est la poussière, mais sur un format de remix. Donc on est là pour resituer là ce remix. Et pour le premier, on reçoit Asma. Asma Mala. Alors qui n'a pas entendu parler d'Asma Mala? Plus grand monde je crois. Plus grand monde. Et ça, c'est bien. Parce qu'en fait, elle a une voix qui porte et elle a une belle voix qui porte bien. Elle a une Exactement. voix qui porte bien, effectivement, et ça fait plaisir d'avoir des voix qui portent vraiment dans la tech sur des sujets importants. Alors nous, on l'avait reçu en novembre 2022. Ça fait un bail déjà. Petit flashback, rappelez-vous, c'était donc avant ChatGPT. Ouais, ça me rappelle une Notamment. date clé, c'est Oui. novembre 2022 effectivement. 30 C'était novembre juste 2022, avant la ouais. sortie de ChatGPT. Exactement. Et on avait parlé avec elle des relations entre les États et les big tech. On avait appelé l'épisode d'ailleurs Liaison dangereuse. Gros sujet qui nous anime depuis le début, hein, justement, et avec une position qui était assez surprenante, en tout cas moi qui m'a surprise le jour où on a enregistré, puisque j'avais pas tout à fait la même vision. Donc elle nous dit en substance, hein, les gars, mais on va vous laisser découvrir l'épisode, que les big tech sont les bras armés des États qui les abritent. C'est effectivement l'expression qu'elle emploie maintenant très régulièrement et qui, pour moi, est très marquant. C'est effectivement cette notion de bras armés qui change un peu le paradigme. On avait l'impression qu'il y avait une hégémonie économique, mais elle n'est pas qu'économique, elle est vraiment géopolitique. Bah, d'ailleurs, ça a donné cette rhétorique assez militaire, guerrière quasiment. Ça a donné le livre qui est sorti quelques mois plus tard d'Asma Mala, hein, Technopolitique, et où elle nous dit, en tout cas en sous-titre, comment la technologie fait de nous des soldats. On est vraiment dans cette rhétorique très guerrière. Livre publié aux éditions Seuil en février 2024. Donc Oui, c'est dire, c'est maintenant tout récent. Il y a un autre sujet, effectivement, les relations entre les États et les big tech. Ça s'est largement complexifié en quelques mois avec l'IA et avec une situation oligopolistique de grands acteurs de l'IA qui sont devenus en seulement quelques mois de nouvelles big tech, mais avec une puissance de feu au niveau mondial qui est encore hyper Alors attends, importante. de nouvelles big tech, excuse-moi, qui ont quand même dans leur capital les GAFAM du départ, pour la plupart d'entre elles. Et en tout cas, entre Google qui se tire la bourre avec OpenAI, mais qui a Microsoft dans son capital, etc. Enfin, globalement, on Ça retrouve fait avec Anthropic à peu et près les Amazon mêmes derrière, acteurs, et c'est puis clair. surtout les mêmes schémas. C'est clair, c'est clair. En revanche, ce qui change profondément et structurellement, c'est qu'à l'heure où on enregistre, on voit quand même que le monde tel qu'on l'avait à l'époque a été complètement bouleversé. On se passe de ce moment de vote que l'on a en France et globalement dans toute l'Europe, mais il y a également tous les conflits qui se sont beaucoup plus intensifiés. On parle Oui, de parce que l'Ukraine, c'était déjà, ça avait déjà Ça lieu avait déjà depuis lieu. février 2022, mais Israël et Hamas, pas du tout. Pas du tout. Et donc, toutes ces intrications de la tech, notamment dans les aspects cyberguerre, cette guerre hybride, dont on parle avec Asma, mais dont on parle aussi avec Nicolas Arpagian, que vous entendrez dans un autre remix, tout ça était déjà là, mais pas avec la même intensité. Et c'est ça qui fait que cet épisode réécouté est passionnant parce que ça vous montrera aussi à quel point la vision d'Asma finalement était visionnaire. Petit rappel du sommaire, on a évoqué donc 3 grands sujets avec elle. État versus Big Tech, qui a vraiment le pouvoir? Deuxième sujet, c'était la tech au cœur de l'échiquier géopolitique. Et puis on avait aussi parlé de la souveraineté numérique pour l'Europe. Alors vous retrouverez comme d'hab aussi 2 chroniques qui vont venir rythmer cet épisode. Il y en a une, vous allez voir, qui est une Ils sont pas chronique trop datés. anachronique, Ouais. justement. C'est une C'était anachronie. Laurent Guérin, magnifique, qui nous Ah bah, si parlait c'est Laurent qui est des anachronique, c'est normal. NFT au moment du mondial du foot. Alors là, on sort à peine de l'euro finalement. Et puis les NFT, je crois, sont quasiment mortes, ou en tout cas le côté très très hype des NFT est foutu. Hein, Mais tu sais quoi, c'était quand même assez visionnaire de sa part, puisque je rappelle quand même à tout le monde qu'un moment d'égarement de Laurent Guérin, désormais, dans la saison actuelle de Trench Tech, ce sont les moments de fail, c'est l'âge du fail, et donc il revient sur les fails du passé, donc il était C'est très ça. visionnaire. Ouais, bientôt il va pouvoir nous faire des âges du fail, des chroniques qu'il avait fait dans sa Peut-être même des chroniques futures, tu vois. Allez, on vous laisse écouter ça. Bonne écoute, bonne écoute. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Alors on dit les big tech plus puissants et plus influents que certains pays. Asma, posons tout de suite la question centrale de notre débat. Les États-nations ont-ils réellement perdu du terrain face aux nouveaux territoires conquis par les géants du numérique ?
C'est une très bonne question et merci de commencer l'entretien par cette question-là parce qu'en effet, c'est ce qu'on a cru pendant longtemps et vous allez trouver vraiment énormément de littérature, d'articles scientifiques ou d'articles plus mainstream ou de notes de think tank, etc., mais qui dataient vraiment de 2010-2018, qui vous expliquaient que les big tech, et en particulier en fait les GAFAM, c'est essentiellement de ces acteurs-là dont on parle, étaient de nouveaux États, remplaçaient les États, que c'était la fin des États-nations, etc. C'est vrai qu'on l'a beaucoup lu. On l'a le beaucoup lit lu. encore parfois d'ailleurs. Hein. Oui, exact. Et on aurait été en effet tenté de le croire parce qu'à un moment donné, quand les big tech ont vraiment pris leur vitesse de croisière, on a vraiment cru, avec tous les projets qu'ils lançaient de façon pratiquement simultanée, qu'en effet, ils développaient une puissance qui était concurrente de celle des États, voire supérieure. Et en réalité, quand on regarde un peu plus les liens hyper complexe, très ambigu, ambivalent entre les États qui abritent ces big tech-là et ces acteurs-là, on se rend compte qu'en réalité, la relation n'est absolument pas du tout lointaine. Ce sont souvent des relations de coopération, de collaboration, de subvention, et que en réalité, l'État reste un État, disons, à la manette, ou plus exactement, puisque ça sera aussi l'objet de cet entretien, la souveraineté finale d'un État précisément reste bien celle de l'État. Et par quoi? Par quel truchement? Par quel outil? Simplement celui de la loi. Donc, quand on parle d'États parallèles ou d'États GAFAM comme États parallèles ou, disons, concurrents des États-nations, ça aurait pu être vrai. En réalité, avec les nouvelles dynamiques géopolitiques, on a plutôt tendance, c'est mon point de vue en tout cas, à assister à un retour des États forts, qui sont en réalité la Chine, les États-Unis, d'une certaine façon en puissance régionale, la Russie, avec d'autres stratégies. Et donc se pose la question derrière de l'Europe, de sa place, de son rôle et de ses possibilités. Finalement, Asma, ça va être un peu la conséquence de cette construction des big tech associés à certains États, où on revoit cette redistribution géopolitique. Mais déjà, tu dis, les big tech se sont construites finalement avec les États. Effectivement, on l'a beaucoup lu, ça aussi, que finalement, un Google n'aurait pas été aussi fort, ne serait pas aussi bien lancé si les États-Unis n'avaient pas fait des commandes gigantesques à Google, ou voire même si les États-Unis n'avaient pas aidé Google à se lancer. Qu'en est-il réellement pour Google et pour les autres d'ailleurs? Oui. Alors, c'est ce que donc tu as parfaitement raison. C'est ce que je tentais de développer, c'est-à-dire que en fait, vous avez prenons le cas des États-Unis, qui est peut-être le plus symptomatique, mais on pourrait aussi parler de la Chine. Je vous en parlerai d'ailleurs peut-être parce que c'est assez intéressant de questions sur la Chine aussi avec toi, bien sûr. Parfait. Parce que vous verrez, alors il y a débat, mais en tout cas, moi c'est la thèse que j'avance, c'est qu'en fait, États-Unis et Chine participent exactement, les États, j'entends, exactement de la même doctrine et de la même logique, en fait. Et ne sont absolument pas du tout différents. La forme peut paraître différente, mais la logique politique qui sous-tend les stratégies d'État, d'innovation, sont strictement, à mon point de vue, les mêmes. De mon point de vue, les mêmes. De quel point de vue? C'est-à-dire, il y a une forme de contrôle qui essaie d'exercer les États sur les big tech pour le propre intérêt de l'État, finalement. Oui, c'est ça que je vous explicite tout ça. Vas-y. Alors, je vais y aller étape par étape pour essayer de vraiment répondre à toutes les questions. Sur la question de la collaboration État-big tech. Prenons le use case, disons, le cas d'école États-Unis, GAFAM. Alors, on parle beaucoup de Google. Oui, vous connaissez Eric Schmidt, qui fut le patron, le CEO de Google, puis ensuite d'Alphabet, et qui en fait siège aussi au conseil du Pentagone. Donc vous avez des allers-retours, d'une part permanents, entre un certain nombre de big tech, pas tous, en l'occurrence Google, et typiquement le Pentagone. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous l'aviez évoqué, c'est la question des subventions. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez un État qui subventionne, soit de façon indirecte, les infrastructures qui ont été utiles au développement de ces big tech, soit directement par de la commande publique. Donc là, typiquement, un exemple qui est pur jus, c'est pas tant Google, c'est plutôt SpaceX. Alors, Elon Musk, SpaceX, c'est hyper symptomatique de cette logique de coopération. Qu'est-ce qui s'est passé avec SpaceX? C'est très simple. 2008, Obama est élu. Et il se trouve que, parce que la guerre froide, celle des années 60, 70, en fait, un tout petit peu derrière nous, etc., la NASA, qui est la grande agence spatiale américaine, était en perte de vitesse.
D'accord, elle n'était plus capable, d'un point de vue organisationnel, mais y compris financier, de développer les innovations de rupture dont elle avait l'habitude. Et donc, vous aviez une agence qui avait sa réputation, son renom, son vernis, sa vitrine, mais qui n'était plus capable de remettre finalement à jour ses capabilities face à une nouvelle guerre qui apparaissait, la guerre technologique, ou en tout cas la lutte, on va dire plus exactement, parce que c'est pas tellement une guerre, la lutte technologique avec la Chine. Et donc est arrivé Obama sur ces entrefaites en 2008, et qu'est-ce qu'il décide? Et d'ailleurs, avec beaucoup de résistance interne de la part de l'intérieur de la NASA, d'ouvrir au privé et de développer les coopérations publiques-privées, et notamment avec SpaceX de Musk, qui lui arrivait avec plein d'idées, plein de projets, du sang neuf, ce qu'on va appeler aussi dans le monde de l'innovation du moonshot spirit, c'est-à-dire une capacité à penser les innovations de rupture sans être pris dans les contraintes, disons, très logistique de ce qui était possible ou pas à ce moment-là en tout cas. Mais Asma, on comprend du coup la conséquence qui est la coopération. En revanche, la cause qui a mené à devoir faire appel, si on voit le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, ou inversement à SpaceX, c'est précisément parce que l'État, avec son agence qui est la NASA, était en déshérence depuis des années, avec pas suffisamment de financement et peut-être pas suffisamment de visionnaires non plus, avec Moonshot Vision, etc. à la tête. Donc c'est bien parce que l'État était affaibli qu'il a fallu coopérer avec une entreprise privée. Je pose la question parce que tu la lis avec un regard européen. Les États-Unis, les allers-retours publics-privés, les investissements dans la R&D et l'imbrication, mais fondamentale, c'est-à-dire quasiment génétique, c'est dans leur ADN entre public et privé, est beaucoup plus native et beaucoup plus naturelle aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, ça ne veut pas dire qu'elle fonctionne bien, mais typiquement, ce qui s'est passé en 2008, en combien d'années? En 7 ans à peine, serait impossible aujourd'hui en France, typiquement. D'ailleurs, la preuve, on n'y arrive pas. Ouais, et pourtant en France, par le passé, on a connu aussi des politiques de grands travaux où on faisait appel quand même à des entreprises. Donc il y avait une proximité sur la coopération, je dirais, sur des grands chantiers qui existaient aussi. Alors c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait enfin on n'a pas la même culture, tu as raison de le rappeler, mais ce dont tu parles avec la présence de Schmitt au Pentagone, c'est vrai aussi sur les connivences ou autres avec Palantir. Je crois que c'est Peter Thiel qui est dans Palantir, mais ça marche dans les deux sens. Le revolving door avec tous les politiques qui se retrouvent au public affairs des Amazon et compagnie, ça c'est clair. Il y a une forme de promiscuité et peut-être même de conflit d'intérêts. Est-ce qu'on peut parler de ça d'ailleurs? Parce que justement, ce rapport Big Tech État, est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? Non, c'est pas. Encore une fois, il faut vraiment pas lire la stratégie d'innovation d'État américaine par le prisme français. Réellement, ce sont des logiques et une constitution vraiment génétique, culturelle, traditionnellement, qui est fondamentalement différente. Quand je vous dis Eric Schmidt siège au Pentagone et fut le CEO de Google, ça ne veut pas dire qu'il y a des revolving doors c'est au vu aussi de tout le monde, c'est parfaitement public, il n'y a pas de sujet là-dessus. En revanche, ce que ça raconte plus précisément, c'est précisément cette imbrication entre les deux sphères. On pourrait prendre aussi l'exemple de la DARPA, par exemple. On en parle beaucoup en Europe, la DARPA européenne, la DARPA française. Pourquoi on ne l'a toujours pas fait? Parce que culturellement, aujourd'hui, en termes de culture de l'agilité, des allers-retours entre public et privé, mais que ce soit balisé, que ce soit bien fait. C'est pas la question du pantouflage qui est posée là. C'est la question des collaborations, c'est-à-dire des ponts entre deux mondes qui doivent s'interpeller. La recherche fondamentale et l'État, en fait, c'est un triptyque d'ailleurs, c'est pas tellement un binôme. C'est recherche fondamentale, État et secteur privé. Mais secteur privé au sens vraiment des lieux où se crée, où se passe, où peut éclore l'innovation. Et du coup, ça permet cette vassalisation des big tech par les États, c'est-à-dire du coup les États-Unis mettent les big tech aussi quelque part en tire-profit pour de la surveillance par exemple, pour de l'espionnage entre États, etc. On peut dire ça ou c'est un raccourci trop rapide? C'est très intéressant. C'est là où intervient l'ambiguïté de la relation. C'est-à-dire qu'en fait, les big tech sont nés, et avec les coups des franges, d'ailleurs, pour développer de l'innovation de rupture. Tous les programmes de R&D en IA, etc., sont hyper importants. Mais en fait, quand je vous disais tout à l'heure, la souveraineté finale reste bien celle de l'État. C'est bien ça. C'est-à-dire que typiquement dans la culture libérale américaine, oui, on va laisser faire le marché.
Et oui, il va y avoir des acteurs qui vont tout d'un coup dominer le marché. Et c'est d'autant plus vrai dans l'économie numérique que vous avez the winner takes all, les effets monopolistiques, voilà. Parce que vous avez les effets de réseau qui vont opérer et qui vont faire que tout d'un coup, vous allez aller, vous, utilisateurs, sur une plateforme, mais pas sur 1000. Et donc, vous avez une captation des usages. Donc ça, c'est clair et net. Qui fait que donc, vous avez cette éclosion de ce qu'on va appeler les big tech. Donc ça, c'est clair. Maintenant, sur la question, et c'est pour ça que c'est fondamentalement lié à la question géopolitique. Qu'est-ce que représentent d'un point de vue des systèmes politiques ces big tech-là? Ce sont, de mon point de vue en tout cas, les bras armés technologiques de ces États. Ce sont des outils d'hégémonie, ce sont des outils de puissance, ce sont de nouveaux attributs de puissance des États auxquels ils appartiennent. Les big GAFAM, où à un moment donné, en 2018, il y avait eu tout un tas d'articles sur supposément un projet d'Amazon qui allait acheter une espèce d'archipel, en faire un État séparatiste, autonome. Amazon est une boîte américaine qui répond à la loi américaine et qui répond in fine aux ordres de l'État américain. Donc ça, c'est une chose. Et c'est d'autant plus primordial que vous avez exactement la même logique en face du côté chinois. N'oubliez pas la disparition de Jack Ma. Rappelons correctement l'histoire, juste pour tous ceux qui nous écoutent, qui l'ont peut-être pas suivi. Vas-y, sur l'histoire de Jack Ma. Jack Ma, c'était le big boss d'Alibaba. Donc grand patron de l'un des plus grands big tech chinois. Et parce que précisément, il s'est mis à avoir des discours politiques sur le PCC, le Parti communiste chinois, sur une vision de ce que devait être la Chine, etc. Tout d'un coup, en octobre 2020, il a disparu pendant plusieurs semaines, mais littéralement, c'est-à-dire qu'on n'a plus eu aucune nouvelle de lui. Et donc, on suppose qu'en effet, il a été mis à l'ombre pour qu'on lui explique très gentiment quel était son rôle et son périmètre. Et d'ailleurs, depuis, il n'a plus tellement... Et ça, au moment d'entrer en bourse, où son entreprise allait devenir publique et entrer en bourse en plus. Alors, Asma, on a une question de Gilles Babinet pour toi. Donc, Gilles, qu'on a reçu sur notre précédent épisode et qui avait une question donc à te poser. Je te laisse l'écouter. Hello Asma, écoute, super que tu fasses ce débat. Alors moi, ma question, c'est quoi un rapport optimal avec les big tech? Qu'est-ce qui se passe si on se disait, bah voilà, on est dans un monde parfait et on les a coupés en morceaux, on leur a pris leurs profits, on les a redonnés à des nobles causes comme l'open source, on est capable de contrôler la totalité de leurs data et de décider quels sont les algorithmes qu'on accepte ou pas. Je serais intéressé d'avoir la vision la plus radicale de ce qui devrait être une bonne répartition entre le bien public et l'acteur privé. Alors Asma, c'est une excellente question. C'est moi que j'aurais mis dans les solutions dans les solutions possibles. Alors si Gilles veut une réponse hyper radicale, j'avais déjà écrit une tribune là-dessus qui avait été mal reçue, un tout petit peu décriée, mais finalement on y vient. C'est la question de la co-gouvernance. C'est-à-dire en fait, moi je ne suis pas tellement pour démanteler, enfin je n'y crois pas une seule seconde, je pense pas que ça soit le sens de l'histoire de toute façon. En revanche, ouvrir la gouvernance, parce que vous l'avez compris, aujourd'hui les big tech, j'y reviens, ce sont des bras armés technologiques, mais qui restent des entreprises privées. Je suis obligée de passer par cette petite explication académique pour revenir sur la question de la solution, pour vous refaire vraiment tout le raisonnement et que ce soit clair, ce que je raconte soit clair pour tout le monde. Donc vous avez cette hybridité de l'organisation de la big plateforme ou du gatekeeper en quelque sorte, parce que donc il a à la fois un rôle politique, il a à la fois un rôle géopolitique et géostratégique, mais ça reste in fine une entreprise privée qui rend des comptes à ses actionnaires et au marché. On l'a vu tout le printemps dernier, été dernier, avec l'énorme polémique Musk-Twitter. On pourra y revenir, c'est aussi un cas d'école qui est symptomatique de ça. Donc Twitter et Facebook qui reçoivent des consignes de la part de l'État en termes de modération dans le contexte d'une guerre informationnelle et en même temps qui rendent des comptes à qui ? Au marché. Donc il y a cette hybridité-là qui est à craquer, c'est le problème qu'on a craqué et la façon dont on peut résoudre un tout petit peu cette problématique, c'est d'ouvrir la gouvernance. Et c'est ce que j'expliquais donc dans ce papier qui était paru, je crois, dans Le Monde, où en fait, il faut une gouvernance d'une part transatlantique. Et là, ça repose la question de la souveraineté européenne. Comment est-ce qu'on participe activement à la gouvernance de ces big tech-là, dont on est dépendant, dont on est les utilisateurs, d'ailleurs complètement conscients et volontaires. Et puis l'ouverture de la gouvernance vers d'autres types d'acteurs, l'État, les tiers de ce qu'on appellerait dans le DSA les tiers de confiance, etc. Donc pour moi, c'est peut-être pas
c'est cette radicalité-là que je verrais. Donc, c'est pas tellement de démonter pour aller donner à l'open source. Ça serait pas moi ce que j'imaginerais, mais si je devais imaginer quelque chose, c'est plutôt l'ouverture de la gouvernance, c'est-à-dire, concrètement, la révision du statut juridique des big tech. Tout simplement. Et en fait, on le voit dans les partenariats publics-privés ou dans les financements de projets d'infrastructures lourdes. Vous avez ça, vous avez des montages de consortiums entre l'État et des entreprises privées, et on pourrait répliquer ou dupliquer ce type de système-là, mais en introduisant à normaliser la relation avec les big tech, pas par une gouvernance qui soit commune, partagée. Et en plus transatlantique. Atlantique, ça c'est hyper important, mais on va se reparler de tout ça et de la coopération transatlantique aussi, parce qu'on a beaucoup parlé des big tech qui dépendaient bien des États, mais en tout cas de l'État américain, et pour le moment finalement pas trop des autres États. Est-ce qu'ils les écoutent vraiment? On va passer au moment d'égarement de Laurent Guérin. On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du... Oups, un moment d'égarement. Petit, j'adorais les albums Panini. Vous vous souvenez de ces vignettes que l'on collectionnait et qu'on s'échangeait à la récré? À l'époque, les plus précieuses, c'étaient les brillantes. Depuis, rien n'a changé, à part peut-être que les footballeurs les plus brillants sont encore plus précieux qu'hier, au point de s'échanger plus tôt aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies. N'est-ce pas, Laurent? Ding dong! C'est qui? C'est l'automne. Déjà? Mais les enfants viennent de retourner en classe. Et qu'est-ce qui se passe tous les 4 ans chaque automne? La Coupe du Monde de football. Ça ne t'aura pas échappé, la compétition planétaire du ballon rond aura lieu cette année en automne et non en hiver, comme on a pu maintes fois le lire. Tu pourras notamment te délecter du match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur. J'ai aussi noté Allemagne-Japon dans un remake de la Deuxième Guerre mondiale, Belgique-Canada pour un sommet entre francophones, Angleterre-USA, Argentine-Mexique et enfin Iran-États-Unis, le match des amis. La finale, quant à elle, aura lieu le 18 décembre. Très alléchant, ça ronronne déjà dans les starting blocks. Les fédérations de football de tous les pays, enfin sauf celle de l'Italie qui n'est pas qualifiée, ont fait rentrer les ronds dans les carrés pour aménager les calendriers. Résultat, nos pauvres athlètes sont overbookés de matchs et prennent des comprimés pour tenir le coup. Il y a cependant des effets secondaires avec la boule qui reste parfois collée au plafond du cerveau. Les frères Pogba se déchirent à coups de marabout et notre client préféré refuse de devenir un homme sandwich. Quand tu vois les photos publiées par la Fédé sur la page Facebook, avec systématiquement au moins un logo dans l'image, tu comprends un peu quand même. Des vrais sapins de Noël, nos joueurs. À propos de Noël, justement, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, est de son côté empêtré dans les guirlandes et la Fédé va être auditée par le gouvernement français. Malversation et harcèlement sexuel en ligne de mire. Ajoute à ça une santé en péril, j'ai envie de dire, Noël, ça sent pas bon. Ça m'a donné une idée de business pour la FFF. Ah, c'est sûr, il a de quoi avoir les boules, Noël. Mais t'es sûr, Laurent, proposer un business de plus à la FIFA, c'est presque trop, non? C'est vrai que les grands argentiers du foot ne sont pas les derniers en matière de business, tant qu'il y a du blé à gratter. Ainsi, le groupe L'Équipe vient de lancer les NFT Ballon d'Or. Le principe, les 5 gagnants du prestigieux trophée recevront chacun, et pour la première fois, un NFT de leur trophée. Meilleur joueur, meilleure joueuse, meilleur jeune, meilleur gardien, meilleur buteur et meilleure équipe. Quoi, ça fait 6? Eh ben, il n'y aura que 5 NFT. Je suppose que la meilleure équipe ira se brosser, vu qu'il ne s'agit pas d'une personne physique. Et toi, fan de foot que tu es, tu peux acheter de la pyrite avec des Tezos. T'es content, hein? Qu'est-ce que Bezos vient faire là-dedans? Non, attends, je t'explique. En allant sur le site nft.ballondor.com, tu peux acheter de la pyrite. Il s'agit de la pierre qui est utilisée pour faire le socle du trophée Ballon d'Or. Mais pas avec des euros, avec des Tezos, une crypto-monnaie qui vaut 1,5 € par unité. Il y a 2 modèles de pyrite, une qui est chère et une qui est pas chère. Et tu les achètes aux enchères. Sauf que, pour être très clair, tu n'achètes pas des pierres chères aux enchères. En fait, tu te procures des NFT qui ont un pouvoir magique. Car, puisqu'on était dans Noël plus haut, enfin façon de parler, voici le conte que les organisateurs t'ont pondu. Lors du processus d'élaboration du Ballon d'Or 2022, on a découvert qu'en numérisant cette pierre précieuse, elle se chargeait de propriétés exceptionnelles. Qu'est-ce donc alors que ce jus de propriété imaginaire issu des meilleurs cerveaux d'une agence et de son client ? Figure-toi que les 3 acquéreurs pourront assister à la remise des prix du Ballon d'Or, seront placés dans les premiers rangs et pourront finir la soirée à l'open bar de l'hôtel des joueurs. Wouhou! Prix des cailloux, des billets, 1158 €, 1014,19 € et 2102 €, soit l'équivalent de 1428 Jeff Bezos. Non, Tezos. Ceux qui achèteront les 2022 pierres pas chères restantes auront droit à plein de trucs. Encore un peu vague, je pense qu'il restait plus de jus de cerveau, genre une possible place pour la future cérémonie si elle a lieu dans le métaverse.
Rappelons alors que le football est le sport le plus populaire de la planète et qu'il fait les beaux jours de très nombreux acteurs. Les équipementiers, qui vendent des millions de maillots et de ballons. Les éditeurs de jeux vidéo, le jeu FIFA s'est vendu à plus de 325 millions d'exemplaires depuis 1995. Et même les startups comme Sorare, une des entreprises licornes françaises, qui paye un droit d'usage astronomique pour exploiter les images des joueurs sur un jeu basé sur la blockchain. Logique, donc, que chacun essaye de se positionner dans le Web 3. La FIFA elle-même semble se diriger vers un nouveau modèle économique. Après avoir essoré pendant 50 ans les chaînes de télévision mondiales en licenciant les droits des compétitions internationales, voilà qu'elle a créé une plateforme de vidéo à la demande FIFA+, et tout récemment une plateforme de vente de NFT FIFA+ Collect. Je te donne mon billet et même mon fragment de pyrite qu'on aura sous peu des matchs dans le métaverse. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Alors on va maintenant parler géopolitique. Je ne sais pas si le foot est vraiment au cœur du game en géopolitique, mais ce qui est sûr, parfois on pourra en reparler. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la tech, elle, est bien au cœur du game en termes de géopolitique. On a déjà commencé à évoquer pendant notre warm-up le sujet des câbles sous-marins qui semblent être au cœur de toutes les attentions, Asma. Les câbles sous-marins sont au cœur des enjeux parce que ce sont des infrastructures de connectivité vitales dont on ne parle pas assez, mais plus généralement, le cyberespace, au sens vraiment de l'ensemble en fait des couches infrastructures, logicielles, sémantiques que constitue finalement ce qu'est Internet, sont au cœur de batailles géopolitiques, de luttes hégémoniques, mais aussi de puissance, des outils de puissance, mais aussi d'intimidation dans le cas de guerre en fait. Et la guerre d'Ukraine a été un moment charnière et qui a démontré ce moment de transformation, de mutation de la tech comme non pas simplement une infrastructure de connectivité et donc sur laquelle se base une partie de l'économie mondiale, mais comme en fait un outil géopolitique ou un outil d'intimidation ou voire même une arme de guerre en tant que telle. Pour toi, tu dirais que ça a été d'abord quoi, un outil d'information et de communication côté Zelensky? C'était plutôt un outil justement de SAP du côté russe avec les cyberattaques? Comment tu le vois? Dans le cyberespace, si je devais schématiser, alors vous pouvez aller jusqu'à un niveau de détail de 7 couches, mais en général, moi je prends l'habitude de parler simplement de 3 couches. La première couche, c'est la couche d'infrastructure matérielle. C'est là où vous allez trouver vos câbles sous-marins, vos satellites en orbite basse, type Starlink, mais pas que en orbite basse d'ailleurs, les terminaux, les serveurs. Exactement. Etc. C'est la structure physique, parce que l'économie numérique est d'abord une économie tout sauf virtuelle, qui est fondamentalement matérielle et par ailleurs polluante, par parenthèse. Ensuite, vous avez c'est vulnérable, c'est attaquable. Sur un plan militaire. C'est physique, donc, c'est attaquable. Voilà, c'est ça. Ou en tout cas attaquable de façon, disons, traditionnelle, conventionnelle. Typiquement, les câbles sous-marins, puisque vous me posiez la question, vous coupez. C'est un cisaillement du tuyau, en fait, mais qui suppose... On est dans le monde physique. Exactement, mais qui suppose une technicité qu'aujourd'hui, seuls les États-Unis et la Russie ont, par exemple. Donc, la deuxième couche, qui est aussi interdépendante, c'est la couche, disons, logicielle. C'est là où vous allez avoir tous vos logiciels, vos algorithmes, vos protocoles, vos langages, etc. Et puis, enfin, la dernière couche, celle que vous connaissez vous, qu'on connaît nous tous, celle avec laquelle nous sommes en interface, ce sont typiquement les apps, les applications, les réseaux sociaux, etc. Donc, ce qui était intéressant dans le cas de la guerre d'Ukraine, c'était que précisément, le cyberespace a été, si vous voulez, un champ de confrontation parmi un autre. Ce qu'on a appelé la cyberguerre, c'est que ça a hybridé la guerre conventionnelle, où ça lui a rajouté une 5e dimension, qui est la dimension du cyberespace. Et là, vous avez eu 2 grands champs dans le cas de la guerre d'Ukraine. Le premier, les cyberattaques, sur lequel il y a eu énormément de polémiques, dont on a cru que ça allait être beaucoup plus intense que ça. Et puis, c'est la guerre informationnelle, c'est-à-dire vraiment l'injection des narratifs via des modalités de viralité ou de viralisation dites inauthentiques, les bots, les trolls, l'astroturfing, etc., et qui va faire que tout d'un coup, les commentaires, comment vous allez créer non pas forcément de la fake news, mais de la décontextualisation d'informations, des contenus, etc., pour injecter un narratif
qui est celui finalement que souhaitait défendre. En fait, c'est de la propagande 2.0 en réalité. Et là, pour le coup, les Russes ont une littératie, ont une maîtrise de ces méthodes-là, notamment sur la partie guerre informationnelle, qui est hyper aboutie et qui sert d'ailleurs d'exemple à la Chine dans sa propre zone d'influence, notamment avec Singapour ou Taïwan, par exemple. Il y a eu 2 excellents rapports de l'IRSEM sur ces sujets-là que je recommande vraiment à tout le monde de lire pour ceux que ça intéresse, parce qu'ils détaillent très précisément ces techniques-là de désinformation étatique. Quels sont un peu on voit qu'il y a des grands blocs géopolitiques qui sont en train d'émerger déjà depuis des années finalement autour des US, autour de l'Asie centrée sur la Chine, autour de l'Europe mais qui a un peu du mal à se faire entendre. Quelles sont les grandes stratégies finalement vis-à-vis de la tech des US et de la Chine? On peut aussi parler de la Russie. Et on voit d'ores et déjà qu'ils ont des approches très différentes quand même. L'enjeu sous-jacent de ta question, en fait, c'est ce qu'on va appeler le splinternet. Alors, qu'est-ce que c'est que le splinternet? C'est la fragmentation de l'espace cyber. Et en fait, ce qu'on a vu apparaître à partir de la fin des années 90, c'est le firewall chinois, d'une part. C'est-à-dire qu'on avait cette utopie de l'Internet. Great firewall. Exact. En bon chinois dans le texte. Exactement. Et en plus, tu le dis à la perfection. Alors, si je recommence hyper brièvement. À partir des années 60, vous aviez cette utopie d'Internet comme un espace mondial ouvert, libre d'accès, accès à la connaissance totale pour tous, etc. Et en plus, c'était complètement d'ailleurs aveugle de tout un tas de biais cognitifs et de discrimination, parce que en fait, ceux qui avaient la littératie de ça, c'était en général des hommes blancs hyper éduqués. Enfin bon, mettons ça sous cloche. Encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui. Mais mettons ça de côté. L'utopie était celle-ci. Et puis, donc Internet arrive en mode mainstream à la fin des années 90. Les Chinois voient le truc arriver et se disent on n'est pas très content, on n'est pas très sûr que ça va faire nos affaires. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, dans leur contexte politique de l'époque, vous aviez un parti démocrate qui commençait à apparaître. Et donc, il y avait le risque de les outiller et d'outiller une possible dissidence à venir. Et donc, que font les Chinois? Ils disent très bien. Stratégie de souveraineté informationnelle, comme dirait Poutine, c'est un terme russe, ou de stratégie, disons, de souveraineté technologique au sens large, on va créer notre propre Internet. The Great Firewall. Et donc, ils mettent en place, d'abord, dans un premier temps, plutôt une stratégie, disons, de censure et de contrôle de ce qui circulait. Donc, une stratégie sur les mots-clés, sur les sites qui étaient permis, les apps qui n'étaient pas permises, etc. Et puis, au fur et à mesure, ils ont construit leur propre écosystème, les fameux BATX. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, Américains et Chinois, en fait, participaient de la même logique étatique. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis en place un écosystème qui était hyper favorable à la création de leur propre géant chinois et qui crée tout d'un coup cet écosystème-là. Ils sont complètement muselés, les géants chinois. C'est l'histoire de Jack Ma aussi. Demain, on verra pas Jeff Bezos disparaître comme ça, enlevé par la NSA ou le FBI. Mais du coup, comment un TikTok avec ByteDance a pu émerger aussi fortement, aussi rapidement, comment la Chine a laissé émerger ça de manière aussi rapide partout dans le monde, y compris aux USA, où d'ailleurs du coup c'est ByteDance qui vient poser des questions de géopolitique et de souveraineté aux US quant à leurs données. Comment ça a pu émerger et qu'est-ce que ça révèle des ambitions chinoises sur le jeu géopolitique mondial? Juste sur mon Splinternet et je vous réponds tout de suite sur TikTok. Mais, non, parce que c'est important, parce qu'on a parlé de la Chine et puis surtout, Poutine, quand il revient au pouvoir en 2012, met en place sa propre stratégie de souveraineté technologique avec l'enjeu derrière, sous prétexte de sûreté nationale, d'avoir le contrôle de sa sphère informationnelle. Et donc, ce qui a donné lieu à l'éclosion de ce qu'on appelle le RUNET, qui est en fait le web russe, qui est beaucoup moins, étanche à l'Internet global ou ce qui était l'Internet mondial. Mais en fait, il y a toujours cette volonté, y compris technique, de se, disons, autonomiser ou de se débrancher au fur et à mesure de l'Internet global pour arriver à une stratégie, disons, de souveraineté technologique, c'est-à-dire ou même de mise sous cloche informationnelle, un peu à la chinoise. Alors, sachant qu'il faut rappeler quand même, Asma, que ce que tu appelles l'Internet global là est en réalité un Internet extrêmement américain. Tu regardes tout le matériel Cisco est partout. Enfin, c'est un peu moins vrai peut-être maintenant avec Huawei, mais le matériel Cisco est partout. Les services qui nous sont proposés sont avant tout américains. Donc c'est aussi la volonté de la Chine et de la Russie de sortir de cet Internet très américain, je crois, qui est derrière aussi. Exactement ça, pour des questions géostratégiques pures et de contrôle de l'information. Et alors, pourquoi est-ce que... La vraie bonne question à se poser... la Chine et ByteDance, alors. Oui, et j'y arrive. Ils sont sortis là. La vraie question à se poser, que personne réellement ne pose en ces termes-là, pourquoi les pays les plus souverains sont-ils les plus autoritaristes
ou les plus autoritaires. Ouais. Et en fait, c'est fondamentalement lié, ces sujets-là. Tu me demandais pourquoi est-ce que la Chine... au contraire, donc, la tech est un nouvel attribut de puissance, est un outil d'hégémonie culturelle. Quand je vous dis c'est une bataille technologique, c'est pas le fait de mettre des applications partout dans le monde. La guerre sous-jacente, l'enjeu sous-jacent, c'est la norme technologique. C'est quelle va être la vision du monde qui va être primordiale, qui va être prédominante. La vôtre ou la mienne? C'est ça l'enjeu derrière. Là-dessus, sur ces histoires de normes, d'ailleurs, on a reçu Laurence de Villers qui, elle, essaie, par les différents comités éthiques auxquels elle contribue, etc., de travailler à la mise en place de normes sur l'intelligence artificielle en particulier et les robots émotionnels. La grosse question qui va avec, c'est comment défendre une norme à l'échelle internationale quand on a justement des gros blocs culturels comme ça qui ont des intérêts qui ne vont pas dans ceux des autres, quoi. Dans le même sens, en tout cas. C'est pour ça que moi, je pense qu'à très court terme, l'enjeu stratégique pour nous, c'est d'abord une gouvernance transatlantique. Il faut absolument que l'Europe et les États-Unis se mettent d'équerre, et c'est en cours. On est en train d'entériner le fait qu'on est bien sur une espèce de fragmentation du réseau global, et qu'il va falloir très vite que dans le camp occidental, on clarifie très très rapidement notre idéologie et nos lignes de fracture, et nos lignes de clivage. Il faut qu'on ait un clivage clair et net avec les pays, disons, ou les régimes autoritaires ou techno-autoritaires. Ça, c'est une évidence. Et là où eux sont très clairs sur leur doctrine, nous, on est beaucoup plus flou, on est beaucoup plus tâtonnant. Et c'est là où on a un énorme problème et qui vient d'ailleurs taper sur d'autres questions qui sont en fait notre approche de la technosurveillance, qui est pour moi la ligne de fracture sur laquelle on n'est toujours pas clair et qui en fait va décider du futur de notre démocratie ou de nos démocraties libérales en tout cas. Donc pour revenir à TikTok, donc si on a compris que la tech et que les outils tech et que les big tech étaient des bras armés technologiques de leur État dans une guerre hégémonique et la course étant la course au leadership normatif, c'est-à-dire quelle est la vision du monde qui va dominer le 21e siècle, on a compris que TikTok était un objet d'influence et de soft power chinois. Et de ce point de vue-là, le fait que les États-Unis se réveillent, Trump, on en pense qu'on veut, mais c'est lui qui avait commencé ce qu'on a pris pour une crise de paranoïa à l'époque, avait commencé à tirer la sonnette d'alarme en disant on a un problème. Alors en l'occurrence, l'anecdote ou la petite séquence qui avait généré le problème n'était pas forcément justifiée, mais sur l'état des lieux, sur le diagnostic, il y avait un vrai enjeu pour les États-Unis qui, eux, restaient un marché relativement ouvert. Exactement. En tout cas, en termes d'accessibilité des apps disponibles, se sont réveillés. Et donc là, justement, récemment, vous avez la FCC et non pas la FTC, c'est un peu l'équivalent de l'ARCEP américain, qui est en fait en train de travailler à un projet pour typiquement interdire TikTok des États-Unis, à appeler Google pour demander Apple, Google, pour savoir pourquoi est-ce qu'ils ne supprimaient pas TikTok de leur app. Il y a aussi des enjeux business derrière et d'usage derrière. Et donc, aujourd'hui, aux États-Unis, c'est une question brûlante. Mais sachez qu'en 2018-2019, sous Trump, ils avaient aussi lancé un énorme projet qui était le Clean Network pour en fait faire une cartographie de l'ensemble de la chaîne technologique américaine pour voir où étaient situés les grands acteurs chinois pour les dégager. Ouais, c'est le moment, du coup, de passer à notre philothèque d'Emmanuel Goffi. De la philo, de la tech, c'est Philotech. Il y a la French Tech, il y a la Trench Tech bien sûr, mais avant, il y eut la French Touch. Rappelez-vous, en 2005, les deux humains d'apparence robotique scandaient un Human After All d'inspiration très nietzschéenne. Alors aujourd'hui, Emmanuel, dans la Philotech, tu nous interroges sur le sujet du transhumanisme. Est-ce qu'on serait, au final, comme l'affirmait Nietzsche, humain, trop humain ? C'est-à-dire, est-ce qu'on serait trop similaire à l'animal et trop différent de Dieu ? Et est-ce qu'on pourrait, auquel cas, nous extraire de cette condition humaine insatisfaisante grâce à la technique, dont nous avons dit, d'ailleurs, dans une précédente chronique, qu'elle avait pour objet, selon Aristote, de pallier les manques de la nature ? C'est en substance la question qui est posée par le transhumanisme, qui propose un programme visant à extraire l'humain de sa condition, à le transcender au travers d'un projet d'abolition de ses contraintes biologiques, dont la plus importante reste sa finitude. Le transhumanisme, c'est une philosophie du surhumain, pour revenir à Nietzsche, rendue possible par la technologie. C'est d'ailleurs intéressant, je pense, de rapprocher notre volonté de jouer au démiurge, à créer de l'humain artificiel, à cette quête de dépassement de l'humain. Dépassement physique, mais aussi métaphysique, pour accéder à une certaine forme de divinité, partant que Dieu serait mort, idée qu'on le retrouve toujours chez Nietzsche, mais aussi avant lui chez Goethe. Pour le philosophe prussien, il faut ne savoir vivre autrement que pour disparaître. Mais
Est-ce qu'une telle volonté de puissance, augmentée par la technologie, ne risque pas de marquer la fin de l'humain, la fin de l'humanité ? En fait, ça dépend de la manière dont on définit l'humain. C'est une question hautement philosophique, fondamentalement métaphysique. Maurice Merleau-Ponty, par exemple, disait que l'homme est une idée historique et non pas une espèce naturelle. Auquel cas, l'humain, ce serait un projet bien plus qu'une espèce, projet qui peut tout à fait se réaliser dans une évolution technologique. Le transhumanisme deviendrait alors un des projets possibles de l'avenir de l'humain. Pour les philosophes grecs, l'humain, c'est un animal augmenté de la raison, c'est-à-dire des attributs qui lui permettent de se conformer à la nature humaine par le développement des vertus et par là de se distinguer des animaux. Bref, savoir si le transhumanisme sonne le glas de l'humanité dépend essentiellement de la manière dont on envisage ce qu'est l'homme. Mais est-ce qu'on ne peut pas définir l'humain par ce qui le constitue, c'est-à-dire un corps et un esprit ? C'est une possibilité. On peut en effet, avec les philosophes dualistes tels que Platon ou Descartes, postuler que l'humain se définit par deux substances. Une première, matérielle et mortelle, le corps. Une seconde, immatérielle, spirituelle et immortelle, l'esprit, qui est le lieu de la raison. On peut aussi considérer, avec les traditions religieuses monothéistes, que l'humain est constitué d'un corps et d'un esprit, certes, mais aussi d'une âme, c'est-à-dire un souffle, pour reprendre la formule du catéchisme de l'Église catholique, la pneuma stoïcienne. Il y aurait donc une troisième substance qui ferait de l'humain ce qu'il est, par la volonté de ou des dieux. Dans les deux cas, on s'accorde à dire que la partie périssable, c'est le corps, et que c'est là où la technique pourrait être la plus utile. Elle permettrait de suppléer à la finitude du corps en lui substituant une enveloppe artificielle. L'idée du transhumanisme, c'est justement cette possibilité d'accueillir l'esprit humain, par nature éternelle, dans un nouveau corps technique rendu immortel. Il existe d'ailleurs de nombreux projets qui vont dans ce sens et qui bénéficient de financements conséquents pour, par exemple, transférer les données contenues dans un cerveau humain dans une machine. L'objectif, c'est ici d'accéder au vieux rêve de l'immortalité, auquel s'ajoute celui de l'augmentation des capacités cognitives humaines. Le transhumanisme est donc juste une étape supplémentaire dans le dessein prométhéen ? Exactement. Nietzsche, encore lui, écrivait que l'homme est une corde tendue entre la bête et le surhumain, une corde sur l'abîme. D'une certaine manière, le transhumanisme peut être assimilé à cette corde qui nous permettrait de passer à l'étape suivante de l'humanité, qui est le surhumain. Si on peut réduire l'humain à la somme de ses parties, si on peut le réduire à des algorithmes et à des mécanismes, il devient alors envisageable de l'objectiver, si ce n'est de l'objectiser, pour le dupliquer en tout ou partie. On peut notamment, comme le propose Ray Kurzweil, remplacer le corps et les organes par des machines ou des nanorobots. On peut guérir l'humain de la mort. On peut aussi le réparer avec des prothèses, à l'image des athlètes Amy Moline ou Oscar Pistorius. On peut l'améliorer avec des exosquelettes ou l'augmenter comme dans le cas du cyborg Neil Harbisson. Le transhumanisme répond en fait à notre tendance démiurgique, à notre volonté de puissance incarnée par la quête du surhumain. Sur une touche plus légère, néanmoins sérieuse, cette quête explique aussi notre fascination pour les super-héros tels que Iron Man ou Captain America, et pour les plus vieux, comme moi, pour Goldorak. On finira en revenant à Nietzsche qui écrit que « ce qu'il y a de grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. Ce que l'on peut aimer en l'homme, ajoute-t-il, c'est qu'il est un passage et un déclin. » C'est la perspective de notre déclin qui nous pousse à rechercher le surhomme, à dépasser notre condition. Le paradoxe est que c'est cette même quête qui accélère notre déclin. French Tech. Esprit, critique, pratique, éthique. Bien, donc on l'a vu dans les deux premières parties, les big tech sont finalement le bras armé des États et des grands blocs géopolitiques et ont contribué à redistribuer les cartes ou en tout cas à essayer de maintenir son jeu en main. Aujourd'hui, au moins en France et en Europe, on parle beaucoup, peut-être trop, Asma, je ne sais pas, de cette fameuse souveraineté. Et ça méritera qu'on s'arrête 2 secondes sur l'étymologie, ou en tout cas sur le mot en lui-même. Rappelons que la souveraineté est le caractère donc, d'un État qui n'est soumis à aucun autre État, pour faire court. Alors ma première question est double. Est-ce légitime de viser ce point, cette souveraineté, et ne risque-t-on pas de tomber à l'inverse dans le souverainisme ? Si je pouvais affiner, la souveraineté, c'est aussi la capacité d'un État à décider de ce qui se passe au sein de ses frontières de façon totalement indépendante et autonome, indépendamment de forces, disons, extérieures.
Cela dit, c'est à mettre dans un contexte. C'est-à-dire que le contexte est le suivant, ce sont les interdépendances économiques, ce sont les indépendances géostratégiques, et surtout dans un cadre d'alliance. En l'occurrence, là en ce moment, avec ce qui se passe actuellement dans le monde, l'OTAN, qui est ressuscité de sa pseudo-mort cérébrale. Et donc, de ce point de vue-là, Emmanuel Macron ne parle pas, lui, jusqu'à il n'y a pas longtemps en tout cas, ne parlait pas de souveraineté numérique ou technologique, mais parlait d'autonomie stratégique, qui est davantage, qui est plus juste d'un point de vue, disons, juridique. Parce que si la question est de savoir si la France est un pays souverain, oui, la France est un pays souverain. Elle a la main sur sa loi, elle a des frontières claires et définies, et elle peut faire ce qu'elle veut au sein de son territoire. Modulo les transferts de compétences vers l'Union européenne, qui sont des transferts de compétences, qui ne sont pas des transferts de souveraineté. Soyons bien clairs là-dessus. Voilà. Mais alors du coup, est-ce qu'en Europe, il faut avoir en ligne de mire le fait de viser une certaine souveraineté au risque de tomber parfois dans du protectionnisme, comme on le voit par ailleurs ? Alors, la question, c'est, en effet, et tu as raison, c'est sur quel périmètre, sur quelle frontière on pose cette réflexion-là. Et en fait, elle peut se poser à la fois sur le champ français, au niveau français, et au niveau européen. Alors, au niveau européen, l'arrivée en 2019 de Thierry Breton a changé beaucoup de choses, et est en train de changer beaucoup de choses d'un point de vue de la doctrine. C'est-à-dire que quand il est arrivé, typiquement, c'est avec lui qu'on a eu les fameux paquets Digital Service Act et Digital Market Act, et qui finalement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils territorialisent des big tech américains dont on est fondamentalement aujourd'hui indépendant sous la réglementation, sous la loi, disons, européenne et des pays membres. Donc ça, c'est la première chose. C'est intéressant comme analyse, et tu as raison, on le lit trop peu, je trouve. Ça vient remettre des frontières, en fait, dans le cyberespace, pour lequel, jusque-là, il n'y avait pas du tout de frontières, et oblige à respecter un certain nombre de lois européennes dans le cadre de l'espace européen, même si les apps sont dans le cloud, et en l'occurrence fournies par des clouds européens. Ils reterritorialisent par la norme, parce que la loi, c'est de la norme. DSA, DMA, c'est de la norme, modulo des process, de la gouvernance, etc. Et modulo aussi l'enjeu d'extraterritorialité du droit américain, notamment sur les questions de cloud. Mais on y reviendra peut-être. On va y revenir juste après. Voilà. On a des questions pour toi là-dessus. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, vous avez, et c'est là où on est mauvais, donc sur ce que j'appelle moi la souveraineté défensive normative ou normative défensive, c'est-à-dire en termes de réaction, et non pas de proaction. Mais en termes de réaction, on est très bon sur la norme. Donc, et c'est ce qu'on fait avec le DSA, DMA, ce qu'on a fait en 2018 avec le RGPD, etc. Maintenant, en politique proactive, c'est-à-dire en vision industrielle, technologique, il y a énormément de chemin à faire. Et là, précisément, ça pêche parce qu'on n'est pas suffisamment autonome technologiquement, on n'a pas suffisamment su garder nos chercheurs qui sont partis bosser pour les big tech, on n'a pas... Qu'est-ce qui nous manque concrètement ? Et surtout, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Est-ce qu'il faut rattraper le retard ? Est-ce qu'il faut viser le coup d'après ? Qu'est-ce que tu conseilles ? C'est un mix, évidemment. C'est un problème déjà culturel, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris l'État, la modernisation de l'État sur la culture silo versus la culture de l'agilité, on n'y est pas du tout. La question des compétences, évidemment, les meilleurs aujourd'hui sont brain drainés. Il y a le brain drain américain, des startups, etc. Donc ça va vers le privé et en particulier vers le privé étranger. Donc vous avez évidemment ces questions-là. Et puis surtout, d'un point de vue de la politique d'État, on est un peu, au niveau européen, un tout petit peu sous-doté par rapport à des États continents comme la Chine et les États-Unis. Sur le cloud, on va mettre aux dernières annonces 5 milliards, là où Microsoft tout seul, en R&D simplement, ont déjà dépensé pour 2022, je crois, quelque chose comme 25 milliards si je me trompe pas. Donc en fait, les ordres de grandeur l'écart est tel qu'on va avoir un problème aussi de dotation financière et de financement de l'innovation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça me fait répondre à ta deuxième question, c'est que il faut faire avec. Si on n'a pas assez d'argent, c'est comment est-ce qu'on cible de façon extrêmement précise nos positionnements, et ce seraient des positionnements de niche. Il ne suffit pas de dire on a 5 milliards à mettre sur l'IA, le quantique, le cyber et le new space. Ça ne renvoie à rien, fondamentalement. Prenons les chaînes technologiques une à une et voyons où est-ce qu'on s'insère le plus intelligemment sur ces chaînes technologiques. Pourquoi ? Non pas pour être full indépendant, ça n'existera pas. Ça n'existera pas. En revanche, pour se dire où est-ce qu'on peut devenir indispensable pour savoir tenir un rapport de force
avec les alliés, mais aussi avec les adversaires, le cas échéant. Alors, il y a une chaîne technologique qui est très très regardée, qui est un peu dans l'œil du cyclone, c'est toute la chaîne technologique autour du cloud. Je voyais un chiffre cette semaine, les 3 grands clouders US, seulement eux 3, il y en a encore d'autres, donc que sont Amazon, que sont Microsoft et que sont Google, ont 72% des parts de marché du cloud en Europe. Donc les entreprises font appel très majoritairement à ces solutions-là pour stocker leurs données, pour gérer leur IT. Le gouvernement aussi, d'ailleurs. Et le gouvernement aussi parfois. Et la part de marché des acteurs européens en Europe est inférieure à 15%. Alors, est-ce qu'il faut réagir à ça parce qu'en plus, il y a l'extraterritorialité des règlements américains, notamment du Cloud Act, qui font que, du coup, nos données sont en danger, en plus d'avoir un danger technologique et d'autonomie technologique. Est-ce que le cloud est un des combats sur lequel il faut se positionner selon toi? Alors moi, j'ai une vision très claire, mais qui va être hyper anti-doctrine, hyper anti je sais pas quoi, un peu iconoclaste. Moi, ce que je pense, c'est que la souveraineté européenne ou franco-européenne, peu importe le périmètre ou le niveau de réflexion, ne sera possible que dans le cas d'une guerre Chine ouverte, c'est-à-dire de haute intensité. Chine-États-Unis. Parce que ce n'est qu'au moment où nos intérêts stratégiques vitaux divergeraient de ceux des Américains que tout d'un coup, par le chaos, et c'est l'objet de ma toute dernière tribune dans Le Monde, où j'explique précisément ça, la seule possibilité de retrouver vraiment ces coups des franches, c'est par finalement la stratégie du choc, en fait. Donc ça, c'est la première chose, sur un plan un peu méta. Maintenant, d'un point de vue très concret, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on a fait, là, typiquement, le ministre de l'économie, le ministre délégué à l'économie numérique ou à la transition numérique ont essayé d'organiser la filière du cloud français parce qu'il va falloir qu'elle s'organise, qu'ils soient copains entre eux, qu'ils mettent leurs briques ensemble, etc., etc. Donc, les prendre par la main et leur expliquer comment faire. Ce que la filière cyber, elle, a fait de façon native et beaucoup plus naturelle. Bon, donc il fallait arriver jusque-là pour les aider. Et puis après, il y a le grand sujet, disons, de la commande publique. J'ai pas de conviction sur la commande publique. Oui, en Chine et oui, aux États-Unis, on a fonctionné par une doctrine protectionniste ou semi-protectionniste, assumée ou pas. Mais la difficulté que je vois avec la commande publique est la suivante. On pourrait très bien faire de la commande publique spécifiquement et flécher, si vous voulez, les commandes et les projets de l'État vers des clouders français et l'écosystème français, et en particulier les clouders. Et pourquoi pas? Le problème que je vois... Ça devrait soutenir la filière, en tout cas. Le problème que je vois est le suivant. Étant donné l'écart de sophistication des services entre les acteurs américains et les acteurs français, objectivement, j'entends sur la couche servicielle, sur l'IA, etc. Je ne vous parle pas d'avoir un data center où vous stockez et vous hébergez la data sans aucune création de valeur, ou peu. Donc, sur cette couche-là, il va bien falloir admettre qu'il reste du travail, d'accord? Et sur la filière française. Et que les moyens alloués sont pas du tout les mêmes. Tu nous redonnais quelques chiffres juste avant. C'est la version polie de l'écart est trop grand pour chercher à la rattraper en courant 2 fois plus vite. Il vaut mieux qu'on se consacre à autre chose. C'est ça, en fait. En tout cas, sur la question de la commande publique, la crainte, moi, que j'ai, c'est que face à cet écart-là, on oblige le public à aller sur des clouders français, et why not, pourquoi pas, mais on aura le décrochage entre public et privé. Dans un contexte où l'État est déjà mal en point et où on tient en France à l'État social. Donc si on tient à l'État social, si on tient au mécanisme de solidarité collectif, comment est-ce qu'on va faire si tout d'un coup le privé décroche ou le public décroche du privé? Parce que quand vous parlez aux grands patrons de cybersécurité du CAC 40, c'est très compliqué pour eux de débrancher Azure, très clairement. Donc, il va falloir aussi réconcilier ça. Donc, moi, je veux bien qu'on aille sur la commande publique, mais si vous n'avez pas l'ensemble de l'écosystème français d'innovation, avec cette fameuse implication public-privé, en fait, c'est toujours prendre le sujet par le bout de la lorgnette. Et simplement pour finir par vous répondre sur la question de la data. Vous appeliez ça la souveraineté de la donnée. C'est un concept qu'on a inventé, qu'on a créé pour expliquer, pour, disons, justifier toute cette rhétorique des clouders français. Pourquoi pas? Même si, d'un point de vue intellectuel, bon, elle peut être vraiment discutée, mais partons de cette hypothèse-là. Ce que je voulais dire, c'est que si vous avez ça, oui, on a un problème avec l'extraterritorialité du droit américain, de fait, en effet, c'est absolument pas discutable, voilà, donc il n'y a aucun problème là-dessus, tout le monde le reconnaît. Le problème est le suivant, les États-Unis n'ont absolument pas du tout attendu 2018 et le Cloud Act
pour vous fliquer, on est bien d'accord. Je ne sais pas si vous savez de ce que... NSA bien avant. Voilà, bien sûr. D'accord. Bien avant, Les échos des câbles sous-marins entre 2012 et 2014, d'accord. Et les câbles sous-marins, c'est pas du cloud. Donc, à un moment donné, il va falloir aussi, si vous n'avez pas la vision complète des enjeux géopolitiques et politiques globaux, vous pouvez vite, en fait, enfermer le débat autour de binarités qui sont un tout petit peu plus compliquées que ça, en réalité. Donc, l'extraterritorialité, oui, c'est un problème, mais c'est pas pour ça. La vraie bonne excuse, c'est que c'est pas pour ça que tout d'un coup, vous n'aurez plus des Américains qui ont accès à vos datas, vous flickerez, etc. Parce que, de toute façon, bon. Et le Cloud Act, c'est en plus dans le cas de procédures judiciaire extrêmement processé, très clair, avec des demandes d'autorisation hyper codifiées, etc. Donc c'est pas non plus comme ça que ça se fait. Donc ça c'est. Alors, moi justement, Asma, je vois certaines entreprises qui veulent aller très fortement vers une responsabilité sociale. Au sens large, vers un aspect responsable, et qui ont des cas de se dire est-ce que voilà, si je mets mes données, toutes les données de tous mes clients sur Azure ou sur Google, est-ce que quelque part ma responsabilité n'est pas un petit peu engagée? Est-ce que j'expose pas les données de mes clients à ce qu'elles soient plus aussi bien protégées qu'avec le RGPD? Et est-ce que en tant qu'entreprise responsable, je peux me permettre de bien faire ça? Et quels autres choix j'ai en vérité? Fondamentalement, c'est une très bonne question. Je vous dis encore une fois, la question de l'extraterritorialité n'est pas du tout à sous-évaluer. Maintenant, d'une part, en termes d'analyse, si vous voulez, du débat public, ce n'est pas ça qui va éviter qu'on ait accès à vos données. D'accord. Et d'autre part, moi, je veux bien que tout le monde aille sur le cloud français. Je militerais pour ça si on avait des niveaux équivalents. Mais ce n'est pas moi qui vais convaincre tel ou tel assureur, telle ou telle grosse boîte, etc., de le faire. À un moment donné, il y a aussi une contrainte qui est la contrainte de la rentabilité, qui est la contrainte de l'innovation. Ou alors, on change complètement de doctrine. Et pourquoi pas? Mais à ce moment-là, il faudrait qu'on en discute. Mais un protectionnisme total du marché français est aujourd'hui un non-sens de ce point de vue-là. C'est pour ça que moi, je vous parle de gouvernance transatlantique. Et ce qu'on attend et qui n'arrive toujours pas, mais qui va arriver, c'est le fameux texte qui va refluidifier normalement l'accord entre les États-Unis et l'Europe pour le transfert des données. Alors d'aucuns diraient... La renaissance du Privacy Shield. J'espère en un peu plus robuste, mais d'aucuns diraient que... respecterait le RGPD au passage. Exactement. Mais d'aucuns diraient qu'en fait, non, il est déjà phagocyté parce qu'il serait intervenu au même moment que les accords sur le gaz entre l'Union européenne et les États-Unis, etc. Bon, moi je veux bien faire... Il est en projet, pour l'instant c'est en discussion. Exactement. Donc moi je veux bien parler d'un texte qui n'existe pas, mais enfin c'est un peu court. Je t'écoute religieusement depuis tout à l'heure. Cette place de l'Europe, finalement, ça va donner quoi comme posture d'État? On devait recontextualiser vraiment dans le cadre des démocraties libérales européennes. Je pense que ce qu'il va falloir très vite faire, mais qu'en fait on a commencé à faire, c'est simplement que le débat est toujours très hystérisé sur ces questions-là, et donc on invisibilise toujours ce qui se fait de bien. C'est de repenser le contrat social, c'est-à-dire le contrat qui lie les citoyens à leur État autour de la technologie et non pas contre systématiquement ça. Et donc, en effet, ça va poser les questions. Vous parliez tout à l'heure d'éthique, de l'IA, ça va poser la question de l'utilisation de la data. Et là, de ce point de vue-là, au niveau de la Commission européenne, vous avez aussi le Data Governance Act, etc. Donc, les réflexions sont en cours. Et tout à l'heure aussi, en introduction, vous dites les politiques sont ignares. Non, je ne trouve pas du tout. On a dit ça, nous? Que les politiques étaient ignares? C'est une idée qui circule très fortement et je ne le crois pas une seule seconde. Je crois que par contre, ce qui ne se dit pas et que moi je vous dis, c'est que le temps technologique et le temps institutionnel est décalé, est différent. Donc entre le moment, il va falloir une génération, deux peut-être même qu'on ne le verra pas, mais les choses vont arriver. Ce sont de nouvelles anthropologies. Donc il faut simplement savoir préparer le terrain, avoir cette vision, avoir cette sensibilité-là, et il n'est pas vrai que personne n'est au courant, ne comprend rien, etc. à ce sujet-là. C'est pas vrai du tout. En revanche, personne n'a de baguette magique, et surtout en Europe et en France, il faut récupérer 30 ans de retard, en effet. Et donc, c'est pas comme si on était parti dans les starting blocks. Ouais, c'est ça. Asma, on en arrive au terme de notre entretien. Merci beaucoup pour tous les enseignements que tu as partagés avec nous, pour toutes les bonnes idées que tu as partagées avec nous. On espère que tu as passé un bon moment avec nous aussi. J'ai passé un excellent moment. Merci pour votre accueil et pour la pertinence de ces questions. Merci, Asma. À très bientôt, Asma. Merci beaucoup. Merci pour tout.
Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Et voilà, toi aussi t'as kiffé ce regard anachronique mais encore furieusement d'actualité avec ce remix. Alors merci de l'avoir écouté et souviens-toi qu'il y en a plein d'autres à déguster tout au long de l'été. Et avant la rentrée, n'oublie pas de nous dire ce que tu en as pensé sur les réseaux sociaux. Bonne écoute, bon été et bonnes vacances.